c'est le moment de conclure ces temps d'échange et ces premières rencontres plagiat compilation. C'est un petit peu une expérimentation pour nous et qui peut-être donnera lieu à de nouvelles éditions, de nouvelles versions. En tout cas, c'était un essai. La notion d'essai me semble indissociable de la notion d'apprentissage qu'on a évoquée longuement et sur laquelle je voudrais revenir à nouveau. Et pourquoi j'y reviens, c'est que voilà, on en a convenu ensemble. Pour bien apprendre, il faut essayer. Pour essayer, il faut accepter de se tromper. Et c'est comme ça qu'on peut progresser, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Et quel meilleur endroit pour avoir le droit de se tromper que l'école? Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? C'est que je pense que les choses ont une tendance naturelle à se reproduire d'échelle en échelle. Et que pour que les élèves s'autorisent à se tromper, à bien apprendre, eh bien, il faut qu'au niveau du dessus, ceux qui les encadrent et qui les accompagnent s'autorisent aussi, d'une certaine façon, à se tromper, à essayer des choses nouvelles, à entreprendre. Et que ceux qui les encadrent leur autorisent sincèrement de se tromper, d'essayer des choses nouvelles à entreprendre, en s'autorisant à eux aussi. Ce que je veux dire, c'est que je crois vraiment qu'on ne peut pas prôner l'innovation, le changement, et par-dessus tout l'apprentissage et le progrès, si on veut avoir que des choses qui marchent et que des choses qui fonctionnent tout de suite. Et si vous avez la possibilité de transmettre et de relayer ce message, et tout particulièrement appliqué aux problématiques de plagiat et de prévention du plagiat dans vos établissements, et je pense que ça peut être un pas pour la communauté enseignante sur ce sujet-là. Il n'y a pas de solution idéale tout de suite. On est en train de mettre en place des choses qui n'existaient pas avant, ou qui devaient exister mais qui n'étaient pas appliquées, et ces changements ont des effets, parfois désagréables, mais qui normalement, on peut l'espérer, sont limités dans le temps, quand le changement est accepté. Je pense aux élèves qui protestent, je pense au cas juridique avec une réglementation qui décrit un monde ancien, ou enfin en tout cas une situation ancienne, alors qu'on essaye de la faire évoluer. Autre petit point de difficulté que vous pouvez ressentir, c'est ce petit dessin que j'aime bien. Vous les reconnaîtrez peut-être, parce que je pense qu'ils décrivent assez bien la dualité de ce que vous vivez. Ces deux représentations d'un réseau sont tous les deux très optimisés. Celui-ci, parce qu'il permet de relier tous les points d'un réseau avec le moins de liens possible. Celui-ci, parce qu'il permet de relier tous les points d'un réseau avec un minimum d'intermédiaires entre les points. Et ce qui, à mon sens, peut être une des difficultés implicites de vos missions, c'est que vous êtes dans un environnement de travail quotidien qui est de cette nature-là, avec parfois des structures de décision, des structures d'encadrement qui peuvent être de cette nature-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les élèves et les apprenants, et je pense la plupart des gens dans une vie sociale informelle, sont aujourd'hui sur un schéma qui est comme ça. Donc ça, c'est juste une petite aparté sur, là aussi, un des endroits où parfois vous pouvez sentir des impacts ou des frottements. Ça peut aussi être entre la différence de deux modèles, qui est le modèle que vous vivez pragmatiquement et le modèle que vous êtes tenu d'essayer de respecter organisationnellement. Voilà pour ce petit point sur le droit à l'erreur. On a parlé à table, les mots-clés, s'il y avait eu besoin d'en affirmer pour ce petit colloque, cette petite réunion qu'on fait ensemble. Donc c'est ça, c'est accepter l'évolution, accepter le changement, et le droit à l'erreur et à l'imperfection. Et le mantra que je proposais à table à ceux qui étaient avec moi, mais que je vais vous proposer aujourd'hui, ce serait celui de dire, même si c'est pas parfait, si c'est mieux avec, faisons-le. L'achèvement complet, parfait et total ne se fait jamais ou rarement en un seul pas. Et un des exemples qu'on avait avec une dernière conférence, c'était on ne peut pas emmener tout le monde tout de suite à la fin vers ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a fait le deuil de ce qu'on veut avoir, la première étape c'est qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qui nous rapprochera le plus de ce qu'on veut. Donc là encore, en matière d'accompagnement, de prévention du plagiat, je pense que vous êtes très probablement confronté à des situations telles que celle-là. Je vous invite sincèrement à adopter si c'est mieux, si on peut faire un peu mieux, c'est toujours mieux que de rien faire du tout, même si c'est pas. Voilà. Par là même, je vous invite également, alors ça c'est le petit clin d'œil de nos amis québécois qui nous disaient quand on présente nos projets, on les présente toujours, on a une culture de la valorisation de ce qu'on fait, alors que les
Français ont manifestement une culture de la critique, de la remise en question, qui parfois, prise littéralement, peut être prise comme dévalorisante dans un contexte international. Quand on commence par on s'excuse de ne pas avoir un truc aussi bien que les autres, nous c'est presque une figure de style, on ne pense pas complètement, mais bon, eux ils l'entendent vraiment comme ça. C'est ah bon, ils sont moins bons, voilà. Tant pis. Et je pense que là aussi, en même temps qu'on s'autorise à se tromper, il peut être vraiment important de s'autoriser à valoriser les progrès qu'on a fait. Peut-être pas les réussites complètes, mais le un peu mieux qu'on a fait, n'hésitez pas à le montrer, à le valoriser et à le dire. Et quand bien même la réussite est juste un essai, j'ai réussi à faire un essai, je pense qu'on peut l'envisager comme ça. J'ai appris quelque chose en faisant cet essai. J'ai essayé d'analyser tous les travaux de mes élèves, ça n'a pas marché, mais j'ai appris ça. Et j'ai essayé et je nous ai fait progresser. Ça a marché, super. Voilà. Je vous rappelle les 4 piliers. Une dernière fois, j'y tiens. Mais vous les connaissez déjà, c'est vous qui me le dites. Non ? Vous rappelez pas ? À mon sens, les actions, et je trouve que ça recoupe assez bien les témoignages qu'on a eus. Après, moi, c'est ma synthèse un peu personnelle. Donc, les 4 piliers, je vous les fais sur une feuille blanche, mais j'ai besoin de montrer. Le premier pilier qui est la définition des normes et des règlements. Décrivez ce que vous voulez qu'ils soient. Le deuxième pilier qui est informer et former, c'est-à-dire comment je dois me comporter à l'intérieur de ces normes, comment je dois les respecter, comment je dois les faire vivre. Et le troisième pilier qui est les éléments de contrôle ou de sanction et où moi j'aime les voir comme des éléments de valorisation. On pourra en rajouter un sous-pilier ou un cinquième parce que je l'ai entendu et c'est un des éléments qui ressort de nos échanges, c'est la nécessité de faire vivre, de documenter, de suivre les actions que vous menez. Trop souvent encore aujourd'hui, elles sont traitées en direct et il n'y a pas une production de savoir, de connaissances des cas qui ont été traités à travers les années, à travers les sections, à travers les départements, à travers les domaines. Et c'est important quand on veut faire progresser quelque chose, de commencer par le faire apparaître en essayant un tant soit peu de le documenter, de le mesurer et derrière de suivre l'évolution de ces mesures. Ça peut être très modeste, ça peut être juste. On a quelque part quelqu'un qui tient un tableau dans l'établissement des cas qui ont été trouvés, combien est-ce qu'on en a traité, combien se sont soldés par un conseil de discipline, combien se sont soldés par une sanction pédagogique, mais rien que ça vous permettra déjà de faire apparaître ce phénomène et d'avoir une matière à en parler au-delà des outils qu'on a en face. Voilà, bon, sinon je pense que j'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez gardé à l'esprit ou su lire. Ah oui, puis quatrième point, la communication. Bah oui, c'est important quand même. C'est le plus important, mais il est implicite et transversal, et je pense que celui-là, vous l'avez déjà assez bien dit. Bon, j'espère également que vous aurez été sensible aux soins qu'on a essayé d'apporter, à vous proposer des éclairages différents, de nature différente et de domaines différents sur cette question du plagiat. On a essayé de parler des aspects personnels et plutôt sur les aspects psychologiques et sociaux, avec la première intervention. On a essayé d'apporter un éclairage, je dirais, vécu sur l'atelier qu'on a fait, où on essayait de se mettre à la place de quelqu'un qui devait vivre le plagiat, qui devait faire des situations de jugement, ou qui devait se prononcer sur une manière de le traiter. On a également eu l'occasion de faire une petite expérience interactive à ce moment-là, sur justement une expérience de pédagogie interactive, de système de vote et de retour sur les votes. Peut-être que vous pratiquez déjà très fréquemment, mais si jamais on en a reparlé tout aujourd'hui. On a eu un éclairage juridique, de contexte, sur le droit d'auteur, sur le réglementaire. Et puis, au quotidien, ce qui fait la réalité des actions de prévention, c'est comment vous les vivez, comment vous les mettez en place. Et donc, les 4 retours d'expérience qu'on a eu ce matin, j'espère, vous auront éclairé, vous permettront de vous dire c'est pas mieux ailleurs, ou c'est pas pire ailleurs, ou voilà une bonne idée que j'espère pouvoir transposer chez moi, voilà un truc qui existe et que je n'aurai pas besoin de refaire. Peut-être qu'en prenant un peu le meilleur de ce qui existe un peu partout, on pourra aller plus vite et mieux. C'est tout l'intérêt de ces réunions et de ces échanges. Vous pouvez le faire avec nous, on espère pouvoir être un contributeur, être au milieu, arriver à se mettre en lien avec vous et le plus ici possible. Mais vous pouvez aussi le faire directement sans nous et je pense qu'on pourra transmettre les coordonnées des différents intervenants si vous le souhaitez. Si certains s'y opposent, n'hésitez pas à nous faire savoir, on ne vous fermera pas rigueur. Mais
on va tenir pour acquis que vous voulez bien poursuivre les échanges entre vous si vous êtes amené à en refaire. Donc voilà, les retours d'expérience avec parfois des usages inattendus et la nécessité d'un consensus, parfois l'importance d'avoir des procédures rapides quand on veut traiter les cas de plagiat, parce que parfois aussi, ce qu'on vit n'est pas au même rythme que les décisions dont on dépend, ça augmente les dissonances. Nous, on le voit à notre niveau avec les cas de support. Quand quelqu'un a une demande parfois simple, si cette demande est traitée dans un espace-temps qui est différent de l'attente de la personne, le cas de support devient ingérable pour nous, parce que c'est plus une demande, c'est 5. J'ai toujours pas de réponse, j'ai pas compris, mais vous m'avez pas répondu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que c'était juste une demande. Mais à nous, ça devient 5 choses à traiter au lieu d'une seule. Donc voilà. Et pour aller plus vite, eh bien, des procédures de traitement bien définies sont manifestement un outil. Outil qui peut être structurant. Voilà, l'intérêt aussi, c'est que l'outil logiciel peut parfois, même s'il est imparfait, être l'occasion, un bon prétexte pour mettre en place une démarche qui est structurante dans l'établissement. Bien sûr que l'outil n'est pas la composante unique, et peut-être même pas la composante essentielle du dispositif de prévention, mais c'est quelque chose de tangible, de concret, qu'on peut montrer, qu'on peut manipuler, et qui permet de mettre cette question sur la table et de commencer à travailler dessus sur des bases objectives. L'importance de la gradation de la gravité dans le traitement des cas, donc là ça rejoint un peu l'aspect. Et puis l'opportunité qu'on peut avoir à impliquer les étudiants. Ça a été évoqué dans le dernier témoignage, mais je vous invite parfois à envisager que ce problème, si vraiment on parle de problème du plagiat, n'est pas forcément qu'une responsabilité qui tombe et qui incombe aux enseignants. Ça peut aussi être, si les établissements le souhaitent et si la politique est assumée en ce sens, une problématique dont les élèves eux-mêmes peuvent être amenés à se saisir. Je pense notamment au modèle anglo-saxon où on fonctionne beaucoup sur des notions de honor code, des codes d'honneur, où les élèves sont amenés à définir des normes de comportement et sont amenés à être les garants et les défenseurs de cette norme. Et quand des élèves transgressent ces normes de comportement, ça peut être une communauté d'élèves qui peut être amenée à se prononcer sur le traitement qu'on réserve aux pairs. Je ne dis pas qu'on doit tout filer aux élèves, mais on peut imaginer d'en partager un peu avec eux, et en général, il semblerait que les élèves soient parfois plus sévères et plus tranchés dans leur jugement, dans leurs approches, que ne peuvent l'être les enseignants. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Expérimentons-le. Je ne saurais me prononcer là-dessus. Voilà, et puis donc, le dernier point aujourd'hui, l'intérêt également de valoriser à travers un label, l'intérêt ou pas, hein, donc vous serez seul juge et seul maître, on est complètement extérieur à cette démarche-là, mais dans l'idée de montrer ce qu'on fait bien, il y a peut-être des choses à voir et à apprendre là-dedans. Le label peut être une solution, ça ouvre aussi quelques lignes. Vous n'êtes pas obligé de vous faire labelliser pour suivre les lignes quand même. Donc, c'est des pistes. Et puis on s'interrogeait en tout début en introduction sur est-ce que l'apprentissage, est-ce que le plagiat, c'est pas quelque part une manifestation du fait que on demande de mettre de l'importance aux élèves sur des travaux auxquels peut-être que l'importance est pas vraiment, l'enjeu n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on leur demande, dans le sens où les enseignants vont parfois avoir 60 mémoires à corriger en 15 jours, certes ils les ont suivis tout au long de l'année, mais globalement les élèves le savent. Et si les élèves suspectent que le travail sur lequel ils vont passer 3 mois, ou ils sont supposés passer 1 an, ne seront pas vraiment lus, bah des fois ils ne se donnent pas vraiment la peine de les écrire. Et le questionnement sur comment est-ce qu'on évalue les élèves et qu'est-ce qu'on cherche vraiment à évaluer, est-ce que les moyens qu'on met en place pour évaluer sont en accord avec ce qu'on veut évaluer, cette question que soulevait Stéphanie Messalich, j'espère que les dernières interventions vous ont montré qu'on peut aussi imaginer d'autres chemins et d'autres manières de collaborer, d'interagir, d'amener les élèves à se développer et à acquérir de l'expérience, des compétences, des valeurs, des savoir-faire, avec des nouvelles façons. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais si on se donne le droit à cette expérimentation et le droit à cette erreur, on se donne aussi le droit à la réussite. Voilà sur le bilan et la synthèse que je retiens de ces journées. Donc, comme je vous l'avais dit, 2 objectifs. Si on peut essayer d'apprendre quelque chose ensemble, c'est bien. Et si jamais c'est pas le cas, si au moins on a passé un bon moment, c'est bien aussi. À titre personnel, je considère que les 2 objectifs sont pleinement atteints, mais je vous laisse juge en ce qui vous concerne. C'est quand même le moment qui
qui est opportun pour que je remercie toute l'équipe de Compilatio qui s'est bien mobilisée sur le projet, notamment Geoffrey et tout particulièrement Anne, que je vous invite à applaudir. On a essayé d'apporter à cet événement la considération et l'attention qu'on pense que vous méritez et que le sujet mérite. Et puis en tout dernier lieu, je vous remercie vous, puisque c'est vous qui faites que Compilatio soit disant aujourd'hui en nous faisant confiance, en étant dans l'échange avec nous, en étant nos partenaires et en étant, si possible, fidèles et encore de longs collaborateurs. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venus et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et profitez bien de la région pour ceux qui sont là. Bon retour pour ceux qui retournent. Voilà, merci.